Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Les peuples autochtones, victimes de la logique de l'ordre mondial. Les peuples autochtones indigènes ont été et sont encore largement victimes de l'ordre mondial, tel qu'il s'est progressivement mis en place depuis le XVe siècle, avec son système politique et économique et son discours idéologique. Une telle formulation peut sembler exagérée. Mais l'approfondissement de la recherche, la découverte d'un autre pan historique ou géographique de leur trajectoire historique, conduisent à réaliser que la perception qu'on pouvait avoir des difficultés rencontrées, des destructions subies, même si elle était déjà relativement bien informée, sous-estimait l'étendue de leur tragédie. Les peuples autochtones sont des survivants, avec tout ce que l'idée implique de mauvais traitements et de chocs subis, mais aussi de ténacité, de capacité de résistance et de lutte. Pour le comprendre et pour se donner les moyens d'une meilleure connaissance des peuples autochtones aujourd'hui, une mise en perspective historique est indispensable, afin de mieux montrer les enchaînements et les ruptures, la continuité et le changement dans le processus qui va de la question indigène coloniale à l'émergence contemporaine des peuples autochtones. Cet effort de vision globale, synthétique, dégageant des grandes tendances, des phénomènes jugés fondamentaux est nécessaire. Toutefois, il est loin d'être suffisant car en rester là serait oublier que cette histoire à l'échelle mondiale recouvre en fait toute une diversité de dynamiques historiques singulières liées aux caractéristiques géographiques, écologiques, sociales et culturelles et au contexte historique variable de la mise en contact de ces peuples avec l'ordre mondial. Il est nécessaire de l'illustrer par l'étude de cas particuliers. La mise en perspective historique, mondiale et locale, de différents peuples autochtones révèle le caractère simpliste, voire mystificateur d'une vision qui les réduit et les catégorise comme des survivants provisoires, des vestiges en voie de disparition du fait de leur inadaptation ou de leur non-adaptation au monde actuel. Selon cette vision, ils n'auraient plus leur place sur cette planète. Cette position confirme malheureusement leur caractère de peuple menacé, de victimes réelles et potentielles de l'ordre mondial. Mais elle veut ignorer ou nier leur capacité de résistance et la dimension fondamentale de leur trajectoire historique récente et contemporaine, à savoir qu'ils sont aussi des peuples en renaissance et en reconstruction, luttant pour leur reconnaissance. Cette reconnaissance passe pour eux par le développement de leur organisation et le combat pour la consécration des droits des peuples autochtones, mais aussi par celle des droits des personnes qui en sont membres, des êtres humains qui vivent cette appartenance. Titre 1. De la question indigène coloniale à l'émergence contemporaine des peuples autochtones. Comme il a été suggéré de manière introductive, la nouvelle question indigène, les rapports entre les peuples autochtones et l'ordre mondial ne peuvent être compris qu'en relation avec l'ancienne question indigène coloniale qui en constitue un des aspects fondamentaux dans la perspective de cette recherche. Ce n'est certes pas le seul, puisque les références à l'histoire précoloniale, à la dynamique interne au sein de ces peuples, et à l'évolution de leurs relations avec les peuples voisins sont aussi des éléments indispensables à explorer et à mieux connaître pour comprendre les processus sociaux et politiques en cours aujourd'hui. Ces autres aspects ont donc été pris en compte dans la recherche mais ne peuvent dans ce cadre être présentés que de façon très synthétique, un peu plus approfondie dans des études de cas. Ils justifieraient de multiples travaux de type monographique, éclairés par une problématique pluridisciplinaire insérant bien les sociétés concernées dans leur milieu et leur environnement régional et mondial. L'étude du processus historique et du discours colonial permet de mieux saisir les mutations de la question indigène, les éléments de continuité et de changement qui marquent son histoire et sa représentation. Mais il est nécessaire, pour aller plus loin, de faire un point de nature terminologique et conceptuelle autour de la notion de peuple autochtone, qui manifeste d'ailleurs bien les mutations évoquées, tout en révélant le caractère complexe et parfois ambigu des expressions utilisées, conduisant à une définition souple et ouverte pour des raisons qui seront à expliquer. En fait, elles tiennent essentiellement à l'émergence du mouvement international des peuples autochtones, d'abord tâtonnant et localisé, puis de plus en plus mondial et en développement rapide. Ce mouvement est l'acteur principal et significatif, bien qu'il soit loin d'être le seul facteur en jeu, des mutations contemporaines de la question indigène, y compris dans les débats conceptuels qui la concernent. Les mutations de la question indigène de l'indigène à l'autochtone,
mise en perspective historique. Jean-Claude Fritz, Myriam FRITZ-LEGENDRE. La question indigène, vue du point de vue européen, s'est posée depuis des siècles, en particulier tout au cours de l'expansion coloniale. Qu'elle puisse être plus justement qualifiée de problème européen, dans une vision universaliste et humaniste, n'a jamais effleuré la vision dominante occidentale, jusqu'à l'ère post-coloniale, et encore. La signification de la formulation a évolué, tout en gardant certains éléments de continuité à travers les siècles. Pour une mise en perspective permettant d'éclairer cette transformation, il est utile de distinguer deux grandes périodes, la prise de possession du monde par les Européens et les autres, correspondant à l'époque coloniale, puis les ambiguïtés de l'ère post-coloniale, liées à la difficile gestion de l'héritage de la période précédente et aux transformations de l'ordre mondial. 1. Les Européens et les autres, ou la prise de possession du monde. Dès le tournant des décennies 1950 et 1960 avec les indépendances au moins politiques et formelles de la décolonisation afro-asiatique, la réflexion a commencé pour dégager de manière pertinente la signification de l'expansion coloniale sous ses aspects multiples, et le phénomène de dévalorisation de l'autre, le non-européen qui l'a accompagné. 1.1 La signification de l'expansion coloniale. L'expansion coloniale européenne s'est principalement déroulée de la fin du XVe siècle au début du XXe siècle, avec certains éléments de continuité mais deux grandes phases correspondant la première à la suite de la Renaissance en Europe, jusqu'au XVIIIe siècle, et la deuxième au développement de la Révolution industrielle. Le XVIIIe siècle représente une charnière, la deuxième moitié constituant une période importante pour la Révolution industrielle anglaise, avec l'apogée de la traite des esclaves, la prise de contrôle de l'essentiel de l'Inde et la prise de possession de l'Australie. Cette expansion a dans la durée impliqué de nombreux États européens, l'Espagne et le Portugal tout d'abord, la Hollande, la Grande-Bretagne et la France ensuite, sans oublier la Russie en Asie du Nord et en Asie centrale, et à partir du XIXe siècle, les États-Unis, prolongement colonial désormais indépendant de l'Europe dans les Amériques et dans le Pacifique jusqu'à l'Asie orientale. La colonisation au sens large, c'est-à-dire la soumission réelle aux métropoles occidentales, a pris des formes multiples. Colonies, protectorats, semi-colonies. Dans le cadre de ce travail, c'est la signification de cette expansion coloniale qui nous intéresse telle qu'elle peut être dégagée des modalités du combat entre les colonisateurs et les peuples colonisés, en insistant sur les processus mis en place et sur l'impact qu'ils ont eu sur le monde non-européen. Globalement, la colonisation s'exprime par un phénomène de conquête, c'est-à-dire de soumission et de subordination de peuples et d'individus à une autorité publique venue d'ailleurs, qui affirme sa souveraineté politique le plus souvent, ou qui s'assure au moins d'un contrôle politique dans les autres cas. Le droit de conquête est reconnu dans le droit international naissant. Les théologiens juristes pionniers du droit international moderne fondent cette conquête, non pas sur l'évangélisation, comme cela a pu être interprété ou ressenti par certains acteurs de l'époque, mais sur le jus communicationis, le droit de communication, en fait essentiellement le droit au commerce et le droit à l'accès aux ressources contrôlées par d'autres. Ce fondement économique du droit de conquête, ce droit de mise en valeur du monde par ceux qui s'estiment les plus aptes à le faire, les Européens, va se confirmer pendant toute la période coloniale, dans des domaines et avec des procédures variables. Du côté des peuples colonisés, le choc colonial a été de manière soudaine ou progressive un phénomène de dépossession. Dépossession de terres et de ressources, naturelles ou culturelles, dont ils disposaient. Ce phénomène, plus ou moins généralisé suivant les régions et les époques, s'est accompagné de trois processus qui se sont combinés dans des proportions variées. Le premier a été celui du contrôle de la main-d'œuvre par le colonisateur, exercé par l'administration colonisatrice, les sociétés commerciales ou les colons settlers, suivant les cas. Ces modalités ont été multiples avec l'élément commun de la contrainte, de droit ou de fait. L'esclavage, le travail forcé, la corvée, les cultures obligatoires, l'assignation à résidence sous des formes variées, etc. Le contrôle des déplacements, mais aussi l'impôt dont un des principes pour les administrateurs coloniaux est d'obliger librement à travailler, pour donner aux colonisés le goût du travail. Le deuxième processus consistait à faire place nette pour des colons en chassant ceux qui n'étaient pas utiles comme main-d'œuvre par des déplacements forcés,
l'expulsion, le refoulement aux confins des territoires mis en exploitation, ces phénomènes migratoires provoqués par la force, le droit colonial ou l'incapacité de survivre sur son ancien territoire ont conduit à des effets en chaîne modifiant l'occupation humaine de vastes zones, par exemple en Afrique. Le troisième processus, le plus radical, était l'élimination physique de la population conquise de manière plus ou moins rapide, plus ou moins délibérée. Massacres, diffusion de maladies généralement accidentelles, mais parfois délibérées, chocs culturels et psychologiques, éclatement familial et communautaire dû au travail forcé et aux déportations, épuisement lié aux très dures conditions de travail, privation économique des moyens de subsistance par la confiscation des terres, des ressources et de la main-d'œuvre la plus productive. Les facteurs d'élimination physique liés à l'expansion coloniale sont nombreux et interactifs. L'idée d'élimination des colonisés, sur laquelle la plupart des historiens occidentaux sont restés longtemps et restent dans une large mesure discrets, était pourtant clairement affirmée par de nombreux auteurs et acteurs dans le contexte de l'époque. Comme le disait un rapport colonial sur la Nouvelle-Calédonie, il y a deux races en présence. L'antagonisme ne cessera qu'avec la disparition de l'une. Dans la période où la pensée dominante est, malgré ses déclarations de principe, peu ouverte aux droits de l'homme et à la diversité culturelle, diverses recherches récentes remettent de façon pertinente en évidence le lien historique entre colonisation et extermination. L'extermination est le procédé le plus élémentaire de la colonisation, A. de Gasparin, 1855. Au bout du système actuel, je défie qu'on trouve d'autre issue que celle de l'extermination, et les plus logiques de nos faiseurs militaires l'avouent eux-mêmes, P. Christian, 1848. Ce ne sont pas que des idées car comme le constate l'historien J. Michelet, le travail d'extermination se poursuit rapidement. En moins d'un demi-siècle que de nations j'ai vu disparaître, 1846. Asservis, chassés, tués, de nombreux colonisés ont eu du mal à s'adapter et même à survivre à l'expansion coloniale. L'instrumentalisation de la nature, mais aussi de l'autre, de l'indigène, était liée à la logique économique et culturelle de la colonisation. Elle a conduit à des processus de génocide, d'écocide et d'ethnocide, même si ces catégories ne sont pas toujours reconnues ou alors dans des définitions restrictives qui les vident en partie de leur sens, en particulier pour la colonisation. C'est donc certaines réalités qu'il faut analyser, en sachant qu'on se trouve hors des catégories juridiques reconnues par les courants dominants, au moins dans la plupart des cas. Le génocide est pourtant une expression qui vient à l'esprit, compte tenu de ce qui a été dit auparavant sur la disparition provoquée et l'extermination des populations colonisées dans des cas suffisamment nombreux et d'ampleur significative. Si le débat continue chez les historiens, en prenant des sources variées, on arrive à des fourchettes probables de diminution de populations colonisées qui se situent entre 75 et 90% pour l'ensemble des Amériques, à des moments et suivant des modalités différentes. En Océanie, les baisses de population furent souvent spectaculaires, dans des temps très courts, atteignant vraisemblablement 80 à 90% pour l'Australie. En Afrique, alors que la colonisation à proprement parler restait réduite, la traite atlantique des esclaves a eu des conséquences en chaîne considérables sur le plan démographique, tant par les morts causées par les opérations armées négrières, la capture et le transport des esclaves que par les effets indirects. Prélèvement des individus, hommes et femmes, les plus aptes à la production et à la reproduction des apostrophes, ou des effets destructeurs localement pour les populations restées sur place, très déséquilibrées dans la pyramide des âges, et aux capacités réduites de production et de protection contre les différentes sources d'insécurité. Cette traite a probablement été un facteur prédominant, combiné avec la traite avec l'Orient et les Méditerranéens et les conflits internes aggravés par ces traites, dans la baisse du poids démographique de l'Afrique noire dans le monde, estimé par certains à une baisse de moitié, de 20% environ vers 1650 à 10% vers 1850. Un autre choc démographique allait toucher certaines régions d'Afrique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en particulier l'Afrique centrale et l'ouest de l'Afrique australe. En quelques décennies, Congo français, Congo belge, en quelques années, sud-ouest africain, certains peuples allaient perdre 50% à 80% de leur population. En Afrique du Nord, certaines régions d'Algérie et du nord du Maroc en particulier, connurent des baisses importantes dues à la conquête et à la répression coloniale, tandis que l'Asie,
globalement concernés à une échelle plus réduite, connaissaient aussi certains chocs démographiques importants, lors de la conquête du Bengale par les Anglais ou de l'occupation américaine des Philippines, entre autres cas, sans compter les sévères conséquences démographiques liées à la politique économique coloniale, aggravant considérablement l'impact démographique de catastrophes dites naturelles, en particulier climatiques. Pourquoi dénier à ces processus, ou tout au moins à certains d'entre eux, la qualification de génocide dans toute sa dimension juridique, puisqu'il concernait la destruction physique de populations particulières ciblées, alors que d'autres groupes humains prospéraient à côté? La réponse est à chercher dans l'aspect intentionnel, retenu comme un des critères indispensables à la définition du génocide d'après les textes internationaux, avec le soutien de la majorité de la doctrine juridique, tout au moins occidentale. Et pourtant, comme en débat à Palmer, peut-on envisager ces phénomènes comme des génocides coloniaux, distincts du génocide classique? Dans beaucoup de cas, le colonialisme ne s'est pas livré du tout au génocide, mais a cherché à supprimer et à dominer les peuples colonisés comme un élément du développement d'une économie coloniale, écrit-il en évoquant la conquête de l'Inde par la Compagnie britannique des Indes orientales. Toutefois, examinant de manière systématique deux cas, le Queensland, Australie et le sud-ouest africain futur Namibie, montrant les différences entre ces deux cas, il révèle qu'à travers convergence et différence, il est difficile de distinguer clairement entre ces deux génocides et les deux autres génocides modernes évoqués par l'auteur concernant les Juifs et les Arméniens. Chaque génocide a ses particularités, tout en regroupant un certain nombre de critères. Il pourrait être opportun de reconnaître une définition qui soit appropriée pour couvrir clairement divers types de génocides, étatiques ou sociétaux dans la diversité de leur contexte, et aussi pour inclure non seulement les actes commis avec l'intention de détruire, en tout ou en partie, des groupes particuliers, mais aussi des actes et politiques conduisant inéluctablement à de tels résultats, même si la destruction du groupe n'est pas le but recherché en soi, mais seulement les conséquences du but recherché et ou des moyens employés pour l'atteindre. Des propositions ont été faites pour élargir la notion de génocide tout en la rendant plus précise et pour étendre les actions punissables, en diversifiant les qualifications. 3 formes de génocide sont envisagées avec 5 catégories d'infractions et 4 degrés de culpabilité. La doctrine dominante en droit international n'en est pas encore là, mais des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour critiquer les limites d'une définition qui semble conçue pour laisser hors de son champ d'application les grandes puissances coloniales et post-coloniales. L'ethnocide est un deuxième phénomène souvent présent dans la période coloniale, moins élaboré juridiquement, sauf sous certains de ces aspects qui, sous certaines conditions, peuvent être constitutifs du génocide. Il s'agit dans l'optique des sciences sociales de la situation dans laquelle l'identité distincte d'un groupe est détruite tandis que les personnes elles-mêmes, ici les survivants, ne le sont pas, ou encore de la destruction systématique des modes de vie et de pensée de gens différents de ceux qui les détruisent. La logique serait celle de l'assimilation ou de l'intégration des membres du groupe particulier antérieur dans l'ensemble de la société ou dans des autres groupes, le processus se faisant par une acculturation plus ou moins volontaire et ou forcée. Un des problèmes est que dans les sociétés coloniales, l'assimilation était généralement refusée en fait et en droit, quels que soient les discours, sauf des cas très particuliers et minoritaires. Un autre problème est que l'ethnocide qui ne met pas théoriquement en jeu la vie des membres des groupes concernés conduit souvent à la désorientation culturelle et psychologique et à l'affaiblissement de la résistance à différentes maladies ou autres menaces pour la santé, ce qui freine comme on l'a vu dans différents groupes des indiens amazoniens que l'ethnocide conduit parfois à une baisse rapide de la population, accompagnée parfois d'une certaine dispersion spatiale. Ce lien entre les processus dans la réalité sociale explique pourquoi certains sont réticents devant la notion d'ethnocide, qu'ils considèrent plutôt comme un moyen de masquer un génocide culturel. Quelle que soit la position prise dans ce débat, il faut remarquer que l'ethnocide conduit dans sa logique finale à la disparition d'un groupe ayant une culture et une organisation sociale particulière, avec des conséquences qui peuvent être tragiques pour une partie au moins de ses membres et pour la diversité culturelle de l'humanité, source de créativité pour l'avenir de la planète. L'écocide est un troisième processus présent dans l'expansion européenne et ayant un impact considérable sur les populations locales. L'expression est encore relativement peu utilisée,
quoique son emploi augmente depuis quelques années dans les recherches en cours. Elle désigne la destruction d'un milieu particulier, ou de certains éléments ou processus des écosystèmes et de la biosphère, mettant en danger la diversité biologique et entraînant la destruction de certains écosystèmes, soit délibérément pour les transformer en autre chose, villes, plantations, pâturages, etc., ou utiliser leurs ressources de manière non renouvelable, soit accidentellement par émission de pollution, rejet de déchets, introduction d'espèces exotiques qui prolifèrent aux dépens des espèces endémiques locales. L'utilisation prédatrice et destructrice de la nature, dans l'intérêt des métropoles et des colons, a entraîné des baisses considérables de moyens de subsistance et de ressources pour les peuples colonisés et a perturbé leur dynamique culturelle dans de nombreux cas quand le lien homme-milieu était très fort. On peut donc se dire que l'écocide peut conduire à l'ethnocide, et vice-versa quand les attitudes individualistes prédatrices vis-à-vis de la nature se généralisent, et aussi au génocide, l'hydrocide, l'eau tuée qui devient l'eau qui tue en cessant d'être source de vie, est un facteur d'écocide, détruisant non seulement la vie des animaux et le développement des plantes qui en dépendent, mais encore mettant en péril la vie du groupe humain qui en boit et consomme des produits qu'elle arrose. Il en est de même de la pollution chimique parfois grave de certains sols qui, de nourriciers, deviennent toxiques à travers les productions qu'ils assurent. À l'époque coloniale, les monocultures commerciales ont aussi joué un rôle d'appauvrissement des sols et de dégradation de la diversité biologique, mettant en péril les capacités de se nourrir des populations locales et accroissant leur vulnérabilité. 1 à 2. La dévalorisation des autres. Cette expansion ne pouvait se faire, culturellement et psychologiquement, que parce qu'elle s'appuyait sur une dévalorisation de l'autre, du non-européen, qui s'est d'ailleurs accentuée au XIXe siècle, avec la mise en place d'un système fondé sur une idéologie raciste aux racines multiples. Si dans les premières rencontres de la fin du XVe siècle, la question pouvait être de savoir si les êtres rencontrés étaient des humains à part entière, s'ils avaient une âme, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, elle s'était transformée à partir d'un pseudo-scientisme nourri de préjugés racistes en un que faire de ces populations, jugées attardées et primitives dans une certaine vision simpliste évolutionniste, sauvages et barbares par leurs mœurs, leur comportement voire leur aspect, gênantes par leur simple présence ou par leur résistance à la mise en valeur, à l'exploitation des ressources du monde par les Européens. Que faire de ces populations ? Les exterminer comme barbares cruels incapables d'accéder à la civilisation, ou comme populations très retardées, sans intérêt pour le monde et pour l'humanité moderne ? Pour les colonisateurs les moins agressifs dans cette catégorie, la solution semblait se trouver d'elle-même. Ces peuples étaient en train de disparaître, de s'évanouir de la surface de la planète, The Vanishing Indian, The Vanishing Bushmen, The Vanishing Aborigines, etc. Une autre réponse existait pour ceux qui insistaient sur une unité du genre humain, pour des motifs religieux, moraux ou scientifiques. Ces peuples étaient très en retard. Il fallait les traiter comme des enfants et des incapables, les mettre sous tutelle et les contrôler pour leur apprendre progressivement la civilisation. C'était l'attitude de certains colons ou colonialistes, missionnaires ou philanthropes, marqués par un fort paternalisme, qui entendaient les civiliser par l'évangélisation, par l'éducation ou plutôt par l'apostrophe. Apprentissage de certaines conduites, de certaines compétences, si limitées soient-elles. Le point commun était la discrimination. On ne pouvait traiter de la même manière un Européen colonisateur et un colonisé. Elle s'accompagnait d'un mépris, parfois très agressif car marqué de haine et de peur, ou alors d'une condescendance paternaliste. Le rapport était bien un rapport de supériorité du colonisateur, avec une différence dans l'échelle des attitudes exprimées. L'extermination, avec la disparition des locaux dans les limites des nécessités de main-d'œuvre, ou la conversion soit à la religion, soit à la civilisation, soit à la reconnaissance d'un statut d'inférieur. La déshumanisation des colonisés était une attitude courante chez certains colonisateurs. En cas de crise, cette attitude se généralisait facilement à la grande majorité des colonisateurs, ainsi qu'à la plupart des gouvernements et des organes de presse des métropoles. L'expression « race inférieure », couramment utilisée, avait un sens qui n'est pas celui de la taxonomie zoologique. Ceux qui s'exprimaient ainsi doutèrent souvent qu'il s'agisse de la même espèce, voire du même genre humain, dont l'unité comme Homo sapiens était pourtant reconnue par la grande majorité des scientifiques au XIXe siècle, au moment de l'expansion du racisme.
La logique de cette attitude conduit au refus d'envisager d'autres mondes, d'autres peuples comme interlocuteurs et partenaires à part entière dans l'aventure humaine. Pour les conquérants et colons des grandes puissances européennes, les autres correspondent à un ensemble relativement mal identifié, sinon par la différence et l'infériorité par rapport à eux. Ceci explique qu'on retrouve les mêmes mots pour désigner les peuples colonisés dans des pays fort différents, caractérisés par le fait que ce sont les habitants de ces lieux explorés, conquis, colonisés. Dans les langues des trois grands colonisateurs, la terminologie employée traduit cette démarche. En anglais, ce sont les natives, en français, ce sont les indigènes, en espagnol, les indígenas. Pour certaines colonies françaises, on parlera du régime de l'indigénat, voire du code de l'indigénat, bien qu'en réalité il s'agisse d'un ensemble de mesures instaurant des régimes particuliers pour les différentes colonies. Il fut appliqué de 1881 à 1944, d'abord en Algérie, puis en Indochine, en Afrique de l'Ouest, en Nouvelle-Calédonie. Le point commun était les pouvoirs considérables dont jouissaient les gouverneurs vis-à-vis des indigènes, conduisant à un état d'exception permanent, qui caractérise l'état colonial pour certains auteurs, à juste titre selon nous. À côté de ces appellations générales susceptibles de s'appliquer à tous les autres colonisés, des appellations particulières vont être utilisées. Elles s'appuient surtout sur la couleur de peau, réelle ou fictive, attribuée à une série de populations. Les peaux rouges pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, les nègres pour les Africains et d'autres. Mots à connotation péjorative la plupart du temps se rapportant à la peau noire ou supposée telle de diverses populations, les jaunes en Extrême-Orient. Parfois d'autres appellations sont assignées à divers groupes, toujours à partir du point de vue de l'Européen et de sa vision, même fondée sur une erreur manifeste, comme celle d'Indiens pour les habitants d'Amérique, confondus dans un premier temps avec les habitants de l'Inde. Ce sont encore les points de repères européens qui organiseront des distinctions, comme celle des East Indians asiatiques et des West Indians d'Amérique. Quand l'Européen colonisateur le souhaite, il met l'accent sur des facteurs potentiels de division comme la religion, les hindous, les mahométans et les sikhs dans l'Inde britannique par exemple. Il peut aussi choisir des catégories pseudo-ethniques, à l'époque souvent rattachées à l'idée de race. Par exemple la distinction entre les Berbères et les Arabes qui sera faite à certains moments de la colonisation française de l'Afrique du Nord. L'attribution de ces différents noms entraîne, il faut bien insister sur ce point, des connotations généralement péjoratives ou très péjoratives, qui sont redoublées par des épithètes couramment attachées à l'utilisation d'un nom. À l'époque du péril jaune, les Chinois et autres jaunes sont fourbes, cruels et mystérieux, tandis que les Arabes sont paresseux, dépravés, des bêtes féroces dans une bonne partie de la littérature française qui aborde ces questions. Cette vision conduit à une ségrégation sociale bien marquée, et à un contrôle sévère pour prévenir, neutraliser ou réprimer les actes de sauvagerie, de révolte ou de résistance et aussi pour éviter que certains Européens isolés retournent plus ou moins à l'état sauvage, c'est-à-dire s'indigénisent et échappent à la civilisation. En conclusion, la question indigène était celle de la domination européenne sur l'ensemble du monde colonisé, avec les attitudes de destruction, de soumission et de discrimination qui l'accompagnaient conformément à sa logique globale. Cette question indigène vue par les Européens est mieux qualifiée de question européenne ou de question coloniale, dans l'optique de l'histoire du monde, comme d'ailleurs le péril jaune est plutôt le péril blanc à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, si on sort de l'eurocentrisme et si l'on prend une perspective mondiale. Les indépendances allaient s'accélérer, au Moyen-Orient entre les deux guerres, puis dans les années 1945 à 1965 en Asie puis en Afrique, la partie méridionale de ce continent attendant la période 1975 à 1995, alors que la décolonisation se poursuivait surtout aux Caraïbes et en Océanie. En Amérique et en Océanie, d'autres indépendances étaient intervenues bien plus tôt, dès la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Mais il ne s'agissait alors que d'indépendance sans décolonisation dans la mesure où, que la coupure soit brutale États-Unis, Amérique ibérique, ou progressive Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, avec la métropole, les dirigeants des nouveaux États étaient des colons d'origine européenne pour l'essentiel, et les indigènes, qu'ils restent majoritaires démographiquement, en Afrique australe, dans certains pays andins,
ou qu'ils aient été réduits par l'extermination et l'immigration européenne à une minorité parfois peu nombreuse de la population, Amérique du Nord, Sud de l'Amérique du Sud, Caraïbes et Australie entre autres, demeurent dans une position dominée. Les indépendances ont pu sembler résoudre la question indigène, première version, liée à la décolonisation généralisée. Mais nos remarques précédentes suggèrent la possibilité de situations plus complexes, qui vont se développer dans l'ère post-coloniale et déboucher sur ce que nous avons appelé la nouvelle question indigène, ou pour prendre le vocabulaire francophone dominant, la question des peuples autochtones. 2. L'ère post-coloniale et ses ambiguïtés, ou la difficile gestion d'un héritage. Ou quand un indigène peut en cacher un autre. La question indigène, à l'époque coloniale, mettait en cause, comme on l'a vu, les États européens et leur politique coloniale. Les indépendances, la décolonisation et l'avènement des anciens territoires coloniaux comme États souverains sur la scène internationale, pouvaient sembler mettre fin à cette question coloniale avec la reconnaissance du pluralisme et de l'égalité, au moins théorique, des États sur la scène internationale. Le droit international dans son évolution reconnaissait, parmi ses principes de base, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le colonialisme et l'ingérence étrangère étaient condamnés. L'unité dans la diversité de l'humanité, récemment admise, semblait avoir résolu la question indigène, même si le débat sur le sous-développement et le développement qui naissait et s'intensifiait pouvait paraître dans certaines versions, comme une nouvelle manière de poser la question indigène. Après une pause relative à l'apogée de la période de la décolonisation, une nouvelle question indigène émergeait dans des termes plus complexes. En français, pour marquer la rupture avec la période précédente, elle s'est exprimée sous la formule des droits des peuples autochtones, la racine grecque ayant remplacé la racine latine pour désigner certains peuples pour éviter la confusion avec l'indigène de la période coloniale. En anglais, le mot indigenous a été retenu puisque dans la période coloniale les mots native ou aboriginal people avaient été le plus souvent utilisés, et que l'expression indigenous n'entraînait pas une connotation générale avec l'ensemble des peuples coloniaux. En espagnol, la décolonisation, en fait les indépendances, étant pour l'essentiel anciennes, de plus d'un siècle et demi, l'expression los indígenas n'apparaissait pas comme la continuité directe de l'ère de la colonisation assurée par des États, métropoles européennes. En fonction de ce qui a été présenté à la fin de la partie précédente, deux situations distinctes vont coexister et rendre le problème plus complexe. Dans certains cas, les indépendances se sont faites sous contrôle européen, sans décolonisation réelle mais par une rupture avec des métropoles cœur des empires coloniaux, alors que dans d'autres cas on assiste à un phénomène différent, l'émergence des indigènes dans les pays décolonisés. À ces deux types essentiels s'ajoutent quelques cas particuliers dont la spécificité rend plus complexe l'analyse globale, celui des SAAMI dans le nord de l'Europe, qui ne pourront qu'être mentionnés en liaison avec l'étude des grands types. 2 points à l'indépendance sous contrôle européen, le tiers-monde dans le premier monde. Quand les indépendances se bornèrent à exprimer le transfert du pouvoir des métropoles à celui des colons d'origine européenne installés sur place, la situation des peuples habitant antérieurement ces pays ne fut pas radicalement changée, même si, dans un certain nombre de cas, on note une aggravation à la suite de ce passage de l'autorité officielle de l'État colonial métropolitain à celui des colons locaux. Les colonies de peuplement, centrées auparavant sur certaines parties des Amériques, s'étendirent considérablement à partir du XIXe siècle avec l'essor de la révolution industrielle, ses besoins économiques et ses problèmes sociaux. La question coloniale et la question raciale apparaissent souvent fortement liées. La colonisation de peuplement permettra d'atténuer les crises sociales européennes et de mieux contrôler l'exploitation de l'outre-mer. Elle a été orientée vers des régions présentant certaines caractéristiques climatiques et sanitaires facilitant l'adaptation des Européens et vers des zones aux ressources naturelles d'une grande richesse présente ou potentielle. Ainsi, l'Amérique du Nord, le cône sud de l'Amérique du Sud et la côte brésilienne, les régions relativement tempérées ou de climat méditerranéen de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud ont été spécialement touchées par cette colonisation de peuplement, se traduisant par le contrôle des terres en vue de l'agriculture, de l'élevage et de l'exploitation minière des métaux précieux et autres minerais.
Quand les migrations ont conduit les populations originaires, les Premières Nations ou les premiers peuples, comme ils se qualifient dans certains pays, à ne représenter que moins de 5% de la population totale, on a parfois parlé pour les désigner d'un tiers-monde à l'intérieur du premier monde, le monde occidental. L'expression a été particulièrement utilisée en Australie, qui, comme le Canada ou les États-Unis, appartient à ce groupe. Mais, même dans des pays où la population d'origine précoloniale dépassait 75% du total, et celle d'origine européenne avoisinait les 15%, comme l'Afrique du Sud, l'image d'un pays où coexistaient le premier monde et le tiers-monde a été popularisée par divers ouvrages lors de la transition vers la fin de l'apartheid, certains proposant même que l'Afrique du Sud devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique, sans doute pour assurer la prépondérance numérique du premier monde. Ces débats ont pu être conduits par des interlocuteurs divers politiquement, soutiens ou critiques, de la colonisation. Ils sont instructifs en ce qu'ils traduisent des réalités sociales et politiques, celles de la ségrégation et de la discrimination, celles de mondes différents, vivant parfois apparemment côte à côte mais aussi loin l'un de l'autre. Parfois, le discours des dirigeants des nouveaux États indépendants est tel qu'il affirme clairement l'origine européenne du pays, réduisant les populations locales, même majoritaires, pendant longtemps au statut de non-citoyens pour la plupart, puis à la position de citoyens marginaux, sans pouvoir réel. En ce sens, on peut reprendre l'expression d'un auteur qualifiant l'Amérique latine d'extrême Occident. Ou les dévalorisant comme obstacle au progrès. Parfois, les descendants de colons mettent l'accent au contraire, de façon paradoxalement complémentaire, sur leur caractère pleinement local. Ainsi, aux États-Unis, s'est développé récemment un mouvement nativiste qui veut défendre ces natives, les premiers occupants européens contre les vagues d'immigration plus récentes. Or, il s'agit d'un mouvement essentiellement anglo-saxon, qui ignore les Amérindiens, les Mexicains et les descendants d'esclaves noirs arrivés sur le sol américain presque en même temps que leurs ancêtres et même avant la plupart d'entre eux. De même, en Afrique du Sud, les Afrikaners, descendants principalement de colons d'origine hollandaise ou de huguenots français émigrés, revendiquent leur caractère africain et leur prise de distance avec l'Europe, sans que la majorité d'entre eux depuis la création de l'Union sud-africaine en 1910 puis son indépendance en 1931, ait consenti à accorder une place aux Africains origine précoloniale dans le système sociopolitique dominant, voire même tout simplement à reconnaître leur antériorité de peuplement et leurs droits. Dans ces sociétés de colons, de pionniers, on a parfois la sensation qu'un blocage profond existe dès qu'on parle de ceux qui les précédaient. Les reconnaître pleinement dans la société avec tous leurs droits serait comme une remise en cause de leur légitimité à eux, colons, fondée sur la négation ou la dévalorisation des autres ou sur la conquête de la nature. Il n'est donc pas surprenant que jusqu'à une période récente et encore aujourd'hui, la question indigène ait été un sujet largement tabou, domaine privilégié d'expression de la cécité et de l'amnésie de la société dominante. C'est cependant dans ces sociétés que la nouvelle question indigène, celle qu'on qualifie en français des droits des peuples autochtones, s'est progressivement manifestée, avec de plus en plus de force, d'abord en Amérique, puis en Océanie et en Afrique du Sud. En réalité, la revendication des peuples autochtones face aux sociétés de colons a été un phénomène multiforme et ancien, souvent ignoré ou non perçu par les États concernés ou par la société internationale du fait de la diversité de ses modes d'expression et de l'importance de la répression et de la censure qui le frappaient. Elle apparaît bien dans ce contexte comme une résistance à la colonisation, à la dépossession et à la marginalisation qui se prolongent et parfois s'approfondissent dans le cadre de la politique intérieure de ces États désormais indépendants. C'est pour cette raison que des expressions au sens multiple comme le colonialisme interne ont pu être utilisées pour désigner, entre autres, les politiques nationales vis-à-vis de ces indigènes autochtones. On est bien ici très directement dans la gestion de l'héritage colonial par les nouveaux États d'une part, et par les peuples d'origine précoloniale d'autre part. Évidemment,
si les positions de principes éthiques et juridiques clairs sont fondamentales pour imaginer et mettre en œuvre des éléments de solution à cette nouvelle question indigène, nul n'ignore que les modalités pratiques varieront en fonction de rapports de force multiples, locaux, nationaux, internationaux. Dans certains pays, les peuples autochtones représentent plus de la moitié de la population, en Bolivie et au Guatemala, et potentiellement au Pérou et en Équateur, alors qu'ils ne représentent qu'autour de 1 à 3% de la population dans des pays comme les États-Unis, l'Australie ou le Canada. Les peuples autochtones, se réclamant de leur spécificité et passés sous le contrôle des divers États et empires lors de l'évolution historique au cœur des siècles, se sont manifestés en Europe, entre autres des peuples nordiques comme les Sami du nord de la Scandinavie et du nord-ouest de la Russie, ainsi que divers peuples intégrés dans l'Empire tsariste dans la poussée terrestre dans le nord de la Sibérie, et qui commencent à se faire entendre à Moscou, le Danemark étant lui confronté à une poussée revendicative des Inuits dans le territoire autonome du Groenland en Amérique du Nord, dont il a internationalement le contrôle. Si ce dernier cas peut se rapprocher de certaines situations de l'époque coloniale, et si le droit à l'autodétermination n'est pas exclu par les Danois, quoiqu'il semble pour l'instant être maintenu dans le cadre constitutionnel du Danemark, d'autres peuples autochtones potentiels ont des caractéristiques bien particulières qui en renforcent l'originalité et exigent des solutions tout à fait spécifiques, comme le peuple rom ou tzigane, nomade transfrontière couvrant un terrain de parcours considérable impliquant des dizaines d'États Eurasie. Si, quittant cette brève parenthèse européenne, on revient aux exemples envisagés auparavant, une remarque supplémentaire s'impose pour bien prendre conscience de la complexité des sociétés. Elle est relative au métissage. Certaines de ces sociétés sont très métissées, avec des mélanges de populations d'origines multiples, débouchant sur les catégories de mulâtres, de métis, elles-mêmes subdivisées par les autorités ou par les sociétés concernées en multiples sous-catégories. Elle conduit à une difficulté ou ambiguïté supplémentaire touchant la nouvelle question coloniale. Parfois, comme au Canada, des métis sont reconnus comme peuples autochtones alors que dans d'autres cas, comme en Amérique du Sud, ils forment des sous-ensembles hétérogènes, dont le nombre est parfois évalué largement pour diminuer la catégorie peuple autochtone. Mais les auto-identifications liées aux dynamiques identitaires évoluent rapidement. Dans un cas extrême, l'Afrique du Sud, la grande catégorie métisse a absorbé ce qui reste des peuples autochtones KHOISAN aux côtés de métis d'autres origines, les distinguant des Noirs africains, les Bantous de l'anthropologie officielle sud-africaine. L'Afrique du Sud ouvre sur la transition entre nos deux subdivisions. Dominée par les Européens jusqu'en 1994, avec une colonisation de peuplement settlers et depuis 1948 le régime de l'apartheid, elle a fait récemment son entrée dans le groupe des pays principalement d'Asie et d'Afrique, où le pouvoir post-colonial n'est pas exercé en principe par les Européens et où les peuples précoloniaux ont pu formellement joindre indépendance et décolonisation, c'est-à-dire accéder à l'exercice du pouvoir politique, dans le cadre d'États souverains. 2.2 L'émergence des autochtones dans les pays décolonisés, quand un indigène peut en cacher un autre. Contrairement à ce qui vient d'être envisagé, la revendication n'oppose plus des indigènes aux descendants des colons européens, mais bel et bien à d'autres populations qui étaient souvent qualifiées d'indigènes, elles aussi à l'époque coloniale. Que le conflit se manifeste entre indigènes ne signifie pas qu'il n'a rien à voir avec la colonisation et qu'il n'est pas lié à son héritage. L'héritage du modèle étatique laissé aux nouveaux gouvernants, formés suivant l'éducation européenne dans de nombreux pays d'Afrique et d'Océanie, mais aussi d'Asie, s'est manifesté par un mimétisme constitutionnel et juridique, conduisant à l'importation de structures, d'organisations et de normes parfois peu adaptées à la société qu'elles prétendaient régir. En outre, le découpage colonial territorial effectué suivant la volonté des puissances colonisatrices et les rapports de force entre elles a conduit à des situations caricaturales, notamment en Afrique, où l'abstraction des lignes imaginaires, degrés et minutes de latitude et de longitude, a été projetée sur les territoires, faisant violence aux solidarités et rapports existants entre différents peuples ou ethnies et créant brutalement des rapports avec d'autres groupes, peu connus, étrangers, rassemblés dans des unités territoriales imposées, comme les règles qui s'y appliquaient. De nombreux problèmes ont résulté de cet effet double de rupture-agrégation,
malgré la position prise par l'Organisation de l'Unité africaine, dès sa création, de respecter les frontières tracées par le colonisateur. Dans la Corne de l'Afrique, les Somalis s'illustrent cette situation, répartis entre 5 États ou territoires différents au moment de la décolonisation, minoritaires nationalement mais fortement implantés régionalement dans des pays comme l'Éthiopie ou le Kenya. Mais le problème est plus complexe que celui de cet héritage colonial direct, même si les migrations et déplacements à l'échelle mondiale réalisés à cette époque en sont aussi une expression. En Asie, la Malaisie illustre bien cette complexité quand, après l'indépendance, les Malais se sont trouvés en cohabitation avec de fortes minorités venues de Chine et d'Inde dans les décennies ou les siècles précédents, suivant les cas. Le gouvernement a mis en place une politique de promotion en faveur des fils du sol, Bumiputra, malais, défavorisés par rapport aux sociétés britanniques et aux autres communautés, surtout celles d'origine chinoise. Ce faisant, ils ont un temps oublié que d'autres peuples existaient sur leur territoire avant leur arrivée lors des migrations des peuples malayo-polynésiens. Les Orang Asli, peuple de la forêt, en Malaisie péninsulaire, les Orang Joulou ou Kayak à Sarawak et les Anak Negeri à Sabah, les 2 États de la Fédération malaise situés au nord de Bornéo. Malgré quelques mesures législatives, ces peuples sont mal reconnus et marginalisés, dépossédés de leurs ressources alors qu'ils se revendiquent comme peuples autochtones, présents sur place avant la migration malaise. Leur antériorité est reconnue par rapport aux Chinois et aux Indiens, et ils ont aussi droit à l'appellation de fils du sol, comme la population d'origine malaise. Dans les différents pays d'Asie du Sud-Est, comme en Inde ou en Chine, on retrouve l'existence de groupes aspirant au statut de peuple autochtone, mal reconnus, au mieux comme tribus ou comme minorités souvent marginalisées. En Thaïlande comme au Myanmar, de nombreux groupes habitent dans la périphérie du pays entourant les riches deltas où réside la population se rattachant à la culture nationale dominante. Rassemblés dans le nord et le nord-ouest et dans les zones côtières du sud, en Thaïlande, et dans tout l'arc de cercle de montagnes et de collines qui encerclent la vallée de Irrawaddy en Birmanie, sur les hauts plateaux, dans les zones côtières et forestières du Myanmar ou Birmanie, des peuples aux fortes identités culturelles revendiquent ou sont susceptibles de revendiquer dans un proche avenir la reconnaissance comme peuple autochtone. Des conflits armés importants ont eu lieu dans ces pays, et se prolongent toujours dans le Myanmar. Au Vietnam et au Laos se retrouve une mosaïque ethnique, la population représentant la culture dominante Lao étant jugée dans ce pays minoritaire pour les uns, environ 30%, majoritaire pour les autres, environ 60% dans le premier cas. En fait, la réalité est complexe, et à côté d'identités clairement marquées dans leur spécificité et leurs différences, un tissu d'identités composites et changeantes, s'appuyant sur des fondements variables, langue, religion, mode de vie, etc., compose un ensemble où les frontières sont incertaines et mouvantes. Aux Philippines, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays, on retrouve une situation analogue, avec des groupes organisés, en particulier dans les zones montagneuses, revendiquant des droits collectifs et dénonçant l'oppression et l'exploitation dont ils sont victimes. Dans les États post-coloniaux, l'analyse du poids et du caractère des divers groupes qui demandent la reconnaissance de leurs différences est souvent difficile à faire, à la suite des migrations et des métissages séculaires, et des héritages complexes liés au changement de dimension et de frontières des grands ensembles précoloniaux qui servent de référence. En Asie, l'Inde ne reconnaît que des tribus correspondant à un peuplement ancien, alors que la Chine ne reconnaît que des minorités nationales dans des zones sur lesquelles son empire n'a exercé que périodiquement un contrôle ou simplement une influence à travers l'histoire, quand il n'était pas gouverné par des dynasties issues de certains des peuples que cette expression désigne aujourd'hui. La question de l'antériorité de peuplement peut être parfois provisoirement tranchée, en fonction des connaissances historiques du moment. Mais dans d'autres cas, elle soulève des questions délicates quand il y a eu des migrations simultanées ou en chaîne, avec la recherche de refuge ne correspondant donc pas, par hypothèse, à l'ancien territoire du groupe chassé. En Afrique comme en Asie, les groupes concernés vivent souvent dans des écosystèmes où la vie est rude, que ce soit des montagnes et hauts plateaux, des déserts ou zones arides ou des forêts denses équatoriales ou tropicales humides. Là, ces groupes se sont adaptés à des conditions de vie difficiles, en développant une remarquable connaissance du milieu, et un mode de vie adapté à ce milieu compte tenu de leurs besoins,
de leurs moyens techniques et de leur organisation sociale. Souvent, l'utilisation optimale durable des ressources les a conduits à une mobilité plus ou moins grande. Grand nomadisme ou transhumance à grande distance pour les Touaregs du désert saharien, agriculture itinérante sur brûlis pour les communautés d'Asie orientale, cueillette, chasse et agriculture complémentaire avec déplacement périodique des villages de clairières pour les PYGMES d'Afrique centrale, pastoralisme itinérant pour les communautés MAASAID et Afrique orientale, migration de chasse saisonnière pour les Inuits de la région arctique. Ce type de mode de vie, fondé sur la liberté de déplacement pour une exploitation rationnelle des ressources naturelles et sur des relations particulières d'échange avec d'autres peuples offrant des ressources complémentaires, a été mise à mal par les frontières entre les États et les limites des subdivisions administratives à l'intérieur de ces derniers. Il s'est heurté à la dépossession progressive des territoires parcourus, réalisée par la violence et le droit du plus fort, en particulier l'imposition de régimes de propriété et d'exploitation excluant ces groupes spécifiques et faisant passer leurs ressources aux mains d'autres, propriétaires privés individuels, entreprises transnationales concessionnaires, agents administratifs gestionnaires de terres expropriées par l'État, etc. Au-delà du caractère originel ou non de tel ou tel peuple, de sa préséance par rapport à d'autres, il apparaît clairement que dans l'État post-colonial décolonisé, c'est au nom d'une certaine vision internationale du développement que se sont opérées la dépossession, la marginalisation et la discrimination vis-à-vis de certains de ces groupes, traduisant le refus d'admettre leur caractère original, de reconnaître et d'accepter la différence. Dans ces dernières années, de plus en plus de groupes ont exigé la reconnaissance de leur originalité et le refus de leur exclusion par la classe politique nationale qui impose la culture du groupe dominant quand il y en a un, au Botswana par exemple en Afrique australe, ou une culture hybride fortement marquée par le modèle de la gestion internationale du développement parfois présenté comme l'entrée dans la mondialisation, dans un cosmopolitisme pseudo-universaliste. KHOISAN d'Afrique australe, Touareg sahariens et sahéliens, PYGMES d'Afrique centrale, Amazigh d'Afrique du Nord, les anciens berbères de la colonisation française, MAASAI d'Afrique orientale sont déjà actifs dans la revendication de leur qualité de peuples autochtones et dans le combat pour les droits qu'ils estiment y être attachés. D'autres peuples s'y joignent ou sont prêts à le faire pour défendre leurs droits à la différence et à l'égalité, à l'identité et au développement dans les États post-coloniaux aussi bien que dans les États européanisés qui les ont submergés. Ces mouvements concernent donc déjà les CHAKMA du Bangladesh aussi bien que les Mapuches, pas seulement du Chili mais aussi de l'Argentine, et les SOMBA du Bénin. Ce dernier cas est particulièrement révélateur, puisque les SOMBA occupant le massif de l'Atakora dans le nord du Bénin sont une construction d'un ensemble relativement récent à partir du XVIIIe siècle, mais reposant sur des composantes, d'ailleurs changeantes, aux racines diverses et profondes, et rebelles aux dominations étatiques, réfractaires à la colonisation, porteurs de caractères culturels très anciens que leur aspect extérieur à lui seul révèle. Dans cette logique, on perçoit mieux la portée de cette nouvelle question indigène qui, loin d'être résiduelle, est une dynamique en mouvement susceptible d'élargissement et qui, loin d'être accessoire, pose à l'humanité d'aujourd'hui la question essentielle du sens de l'ordre mondial à construire, en rappelant l'exigence de la diversité au service de la vie et l'importance du milieu pour le bien-être humain, exigences qui réunies sont porteuses d'une fraternité élargie. La notion de peuples autochtones, une synthèse des principaux débats terminologiques. Frédéric Doroche. Les expressions peuples autochtones ou peuples indigènes recouvrent une diversité de groupes sociaux présents sur tous les continents et vivant dans des conditions géographiques, politiques, économiques et sociales très variées. Ils habitent, souvent plus par obligation que par choix, dans des milieux inhospitaliers tels les Touaregs dans le désert saharien, les Inuits du Nord-Canada, les Yanomami de la forêt amazonienne, les Aborigènes d'Australie ou encore les peuples sibériens des Grandes Plaines de Russie. On les rencontre également à la périphérie des villes des États dits modernes, luttant pour leur survie face à une société qui ne les reconnaît pas ou les exclut. Selon une estimation approximative, ils représentent 300 millions de personnes à travers le monde. Dès lors, regrouper sous la même dénomination peuple autochtone des groupes aussi divers peut sembler peu pertinent.
En effet, comme l'affirme Gérard Fritz, ils sont plus nombreux que les États modernes et il existe plus de différences entre eux qu'entre les sociétés dominantes. Pourtant, ces peuples possèdent un passé commun de marginalisation, d'exclusion et d'assimilation qui est malheureusement toujours d'actualité, même si les formes ont changé. Malgré cela, ils ont pu conserver des éléments de leur mode d'organisation sociale et politique avec leurs propres coutumes et leur vision du monde. Depuis 3 décennies, on assiste à l'émergence d'un véritable mouvement international des peuples autochtones qui est devenu une force de contestation et d'alternative au modèle dominant. La notion de peuples autochtones, adoptée par les intéressés, permet donc d'identifier ce mouvement, notamment sur la scène internationale. Mais qui sont-ils concrètement ? Malgré un débat doctrinal intense, il n'existe aucun consensus autour d'une définition universelle des peuples autochtones, non pas en raison d'une absence de réflexion sur ce thème mais plutôt à cause de la difficulté de cerner leur diversité dans une définition unique, et également en raison des enjeux politiques d'une telle définition. Même si les États ont parfois élaboré unilatéralement des définitions, elles ne reflètent très souvent qu'une partie de la réalité. Malgré ce flou, il existe divers facteurs permettant de cerner ce concept. Les instances internationales, notamment l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale, et plusieurs experts dans le cadre du système des Nations unies ont élaboré depuis quelques années des définitions de travail afin de cerner cette notion complexe et polysémique. Leur analyse permet de dégager 4 principales pistes de réflexion qui guideront notre analyse. Premièrement, on constate une évolution du concept se traduisant par l'abandon de la conception primitiviste qui a prévalu jusqu'à une époque récente. 1. La notion d'autochtone, en dépit de la multiplicité des termes employés. 2. Se caractérise actuellement par plusieurs critères plus ou moins pertinents reconnus sur la scène internationale. 3. Enfin, un des principaux débats contemporains consiste à savoir si les communautés autochtones constituent des peuples ou des minorités. 4. L'objectif de cette contribution ne sera donc pas d'apporter une définition précise de l'expression « peuples autochtones », qui n'est ni souhaitée ni souhaitable, mais plutôt de cerner et commenter les principaux éléments de réflexion présents dans les instruments internationaux et dans la doctrine contemporaine. 1. Abandon de la conception primitiviste. Une des premières définitions officielles données dans le cadre des Nations Unies est celle de l'Organisation internationale du travail en 1957, dans la Convention 107 concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants. L'article 1er stipule que ces populations possèdent des conditions sociales et économiques correspondant à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres secteurs de la communauté nationale. Cet extrait reflète la conception évolutionniste et eurocentriste née au XIXe siècle, faisant des populations autochtones les derniers représentants d'une société se trouvant à un stade antérieur du développement. Cette philosophie peut surprendre à une époque où des textes fondamentaux de protection des droits de l'homme ont été adoptés à l'échelon international, et où les mouvements de décolonisation commencent à entrer dans une phase active. En réalité, le modèle de développement reste essentiellement centré sur le monde occidental. Cette tendance se manifeste d'ailleurs dans l'esprit du texte qui prévoit l'intégration des populations autochtones au reste de la société dominante comme unique alternative. De même, l'Arimbé renvoie à leurs conditions socio-économiques à l'époque de la conquête ou de la colonisation. On trouve de nouveau un exemple de cette doctrine raciste soutenant la théorie d'une hiérarchie des cultures et considérant ces populations insusceptibles d'évolution. Cela est également renforcé par le fait que l'article 1er al. 2 se réfère aux populations semi-tribales, traduisant l'idée que ces groupes perdent progressivement leurs caractéristiques sous-évoluées au contact de la civilisation européenne. De plus, l'expression « membre » exclut l'idée que les communautés autochtones possèdent une identité collective. Cette conception va disparaître de la doctrine et des instruments internationaux dans les années 80, en particulier sous l'impulsion de l'étude de la discrimination à l'encontre des populations autochtones réalisée par José R. Martínez-Cobo. Cette étude, fondamentale pour la compréhension de la situation de ces communautés, rompt avec les théories précédentes. Il est désormais admis que les populations autochtones ont le droit d'être différentes,
aussi bien sur le plan culturel que sur celui de l'organisation politique, sociale et économique, et d'être reconnus comme tels, leur place au sein des États étant ainsi revalorisée. Cette évolution va se confirmer par l'adoption de la Convention 169 de loi révisant la Convention 107 de 1957, très critiquée par les autochtones en raison de son caractère paternaliste et assimilationniste. Le préambule du texte insiste sur la contribution particulière des peuples indigènes à la diversité culturelle et à l'harmonie sociale de l'humanité, et condamne toute idée d'assimilation. On passe également de la notion de population à celle de peuple, ce changement terminologique traduisant le passage d'objet de droit à celui de sujet de droit. En ce sens, les peuples autochtones deviennent maîtres de leur développement. Nous assistons ici à une volonté d'établir une nouvelle relation entre les États et les peuples indigènes et tribaux, fondée sur la reconnaissance et le respect de la diversité culturelle. Dans l'article 1er, aucune mention n'est faite quant au caractère sous-développé des peuples indigènes ou tribaux. Les deux alinéas de cette disposition évoquent des conditions sociales, culturelles, économiques ou politiques distinctes, sans comparaison hiérarchisée avec d'autres systèmes politiques et sociaux. Cette nouvelle orientation se retrouve également dans la Conférence mondiale sur les droits de l'homme du 25 juin 1993, qui reconnaît la contribution unique que les populations autochtones apportent au développement et à la diversité des sociétés, et récemment dans la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001, qui précise « Nous reconnaissons la valeur et la diversité des cultures et du patrimoine des peuples autochtones, dont la contribution particulière au développement et au pluralisme culturel des sociétés et la pleine participation à la vie en société sous tous ses aspects, notamment dans les domaines qui les concernent, sont indispensables à la stabilité politique et sociale et au développement des pays dans lesquels ils vivent. » Même si les conditions de vie réelles des peuples autochtones ne se sont pas forcément améliorées, ces quelques éléments démontrent néanmoins le changement d'orientation et de perception intervenu à leur égard sur la scène internationale. Par ailleurs, les définitions précédemment citées utilisent plusieurs termes qu'il convient de préciser. 2. La multiplicité des termes employés. Les principales définitions contemporaines utilisent des termes interchangeables. Tantôt il est question d'autochtones, terminologie officielle employée aux Nations Unies pour la traduction française, d'indigènes, d'aborigènes ou encore de groupes tribaux. Toutes ces expressions sont-elles synonymes ? Une étude étymologique des termes permet d'éclaircir cette ambiguïté. Ainsi, les langues françaises, anglaises et espagnoles utilisent la même racine latine indigenae, terme distinguant les personnes nées dans un lieu donné des autres venant d'ailleurs, advenez. Selon le Grand Larousse, l'indigène est originaire du pays où il vit. Le mot autochtone est quant à lui dérivé d'une souche grecque dont le formant principal kton signifie terre. L'autochtone est alors celui qui est issu du sol même où il habite, et qui est censé ne pas y être venu par immigration. De même, le terme aborigène renvoie à l'idée de personnes originaires du pays où elles vivent. Toutefois, ce terme est plus souvent utilisé pour désigner les peuples originaires d'Australie, bien que le mot aboriginal soit employé dans la langue anglaise pour identifier les Amérindiens d'Amérique du Nord. Les racines sémantiques de ces trois termes sont donc identiques et possèdent un dénominateur commun, celui de la priorité dans le temps en ce qui concerne l'occupation d'un lieu. Par conséquent, les expressions indigènes, autochtones et aborigènes recouvrent des réalités sensiblement identiques. Pourtant, le terme indigène est employé avec plus de précaution dans le vocabulaire français en raison de son association au discours colonial. En effet, lors de la colonisation en Afrique ou en Asie, tous les non-européens étaient considérés comme les indigènes par opposition aux colons et bien souvent comme des êtres acivilisés. Si on prend par exemple le cas du Rwanda, aussi bien les Hutus, les Tutsis et les Batwa étaient définis comme indigènes, alors que si on se réfère à une définition étymologique du terme, il semblerait que, même si la question est en débat chez les historiens, seuls les Batwa peuvent revendiquer cette qualité puisqu'ils sont les premiers habitants du territoire et ont été colonisés et marginalisés par les deux autres groupes avant l'arrivée des Européens. Le terme tribal est parfois employé pour décrire ces groupes, en particulier dans les conventions de l'Organisation internationale du travail.
Selon le Grand Larousse, tribal signifie qui vit en tribu. La tribu étant selon cette même source une agglomération de familles vivant dans la même contrée, dans un dispositif social commun et tirant primitivement leur origine d'une même souche. L'élément historique, le fait d'être les descendants des premiers habitants d'un territoire qui était prédominant dans la définition des autres termes sont ici absents, l'organisation sociale comprise dans un sens large étant ici l'élément principal de la définition. La Convention 107 fait une différence entre population tribale et aborigène, les secondes étant une sous-catégorie des premières. La Convention 169 distingue également les deux même si le terme indigène remplace celui d'aborigène. Si les textes stipulent que ces deux groupes se caractérisent par des conditions socio-économiques, culturelles distinctes du reste de la société, il y a une différence entre les deux. Dans la Convention 107, certaines populations tribales sont considérées comme aborigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation. A contrario, toutes les populations tribales ne sont pas aborigènes. La Convention 169 reprend cette distinction dans des termes voisins. Les peuples indigènes sont les descendants des populations qui habitaient le pays ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État. Le principal élément de distinction entre peuples indigènes ou aborigènes et peuples tribaux repose sur l'élément historique, c'est-à-dire l'ascendance commune des premiers avec les populations ayant subi des processus de colonisation ou de conquête. Cette distinction n'apparaît pas dans l'étude de Martinez-Cobo. On ne la retrouve pas non plus dans un texte d'une autre optique, la directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale, qui se réfère indistinctement aux peuples autochtones, minorités ethniques autochtones, groupes tribaux, tribus répertoriées. L'intérêt de la distinction indigène-tribaux des conventions de loi serait de faire bénéficier du régime juridique approprié certains groupes risquant d'être exclus si l'on adopte uniquement la terminologie indigène autochtone aborigène au sens strict, ces termes faisant de l'ascendance commune avec les premiers habitants d'un territoire un élément fondamental de définition. De nombreux groupes d'Asie ou d'Afrique risqueraient en effet d'être exclus, la définition s'appliquant essentiellement aux États d'Amérique ou d'Océanie ayant subi des colonisations de peuplement et où la distinction entre indigènes et descendants de colons est plus évidente. Une telle définition posséderait alors un caractère régional. Loi a insisté sur le fait qu'une définition à vocation universelle devrait reprendre cette distinction, afin d'éviter l'exclusion de la plupart des groupes africains et asiatiques. Cette ambiguïté peut néanmoins être contournée, si l'on conçoit de manière assez souple les principales caractéristiques de l'autochtonie. 3. Les caractéristiques de l'autochtonie. Les définitions déjà évoquées fournissent plusieurs critères d'identification, permettant d'appréhender l'autochtonie. Cependant, un seul critère est-il nécessaire, certains sont-ils déterminants? Le premier est l'élément subjectif. Ainsi, l'art premiéral 2 de la Convention 169 stipule que le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental. De même, l'étude de Martinez-Cobo précise que du point de vue de l'individu, l'autochtone est la personne qui appartient à une population autochtone par auto-identification. La Banque mondiale évoque l'auto-identification et la reconnaissance par les pairs comme appartenant à un groupe distinct. On peut voir dans ce critère une manifestation du droit à l'autodétermination, puisqu'on laisse au peuple autochtone la capacité de définir qui est autochtone et qui ne l'est pas. Le projet de déclaration des Nations Unies, bien qu'il ne contienne pas de définition, insiste également sur cette nécessité d'autodéfinition sans. Il est donc indispensable qu'une définition des peuples autochtones tienne compte de la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes et se situent par rapport aux autres groupes. Chaque peuple doit avoir la capacité de fixer selon ses propres normes qui peut appartenir au groupe, d'accepter ou d'exclure tel individu. Par ailleurs, ce critère subjectif se manifeste également du point de vue de l'individu. Celui-ci doit avoir conscience d'appartenir à un groupe mais doit également être reconnu par ce dernier.
La déclaration du représentant de la Confédération First Nation of Treaty 6 illustre ces idées, lorsqu'il précise que le droit de déterminer qui est citoyen autochtone fait partie intégrante du droit à l'autodétermination des Premières Nations. Roland Pangowish, représentant de l'Assemblée des Premières Nations, s'est exprimé en des termes voisins, en affirmant que les peuples autochtones sont les seuls à pouvoir se définir eux-mêmes sans d'eux. Il existe un consensus des peuples autochtones pour rejeter toute définition qui serait élaborée unilatéralement par les États. Dans une telle situation, ils assimilent cela à une nouvelle forme de colonialisme. De plus, laisser aux États la faculté de décider qui est autochtone risquerait d'aller à l'encontre du but escompté. Les États, dans un souci de préservation de leurs intérêts, risqueraient de refuser la qualité d'autochtone à certains groupes afin de détourner des problématiques fondamentales telles que le droit à l'autodétermination ou le droit à la terre et aux ressources naturelles. En 1996, lors de la réunion annuelle du groupe de travail, le caucus autochtone s'est prononcé fermement contre toute tentative des États à définir les peuples autochtones. Le critère subjectif peut être considéré comme un élément déterminant de la définition des peuples autochtones. Néanmoins, il doit être complété par différents éléments objectifs car tout groupe pourrait se définir comme peuple autochtone. Le second critère est l'élément historique selon lequel les autochtones sont les descendants du peuplement d'origine d'un territoire, avant tout processus de colonisation. Cet élément est d'ailleurs lié à l'étymologie des termes autochtone, aborigène, indigène. La définition de travail de Martinez-Cobo en fait un élément fondamental. Par communauté, population et nations autochtones, il faut entendre celles qui, liées par une continuité historique avec les sociétés antérieures à l'invasion et avec les sociétés précoloniales qui se sont développées sur leur territoire, se jugent distinctes des autres éléments des sociétés qui dominent à présent sur leur territoire ou partie de ces territoires. L'article 1er B de la Convention 169 définit les peuples indigènes en fonction de ce même critère. Certains peuples sont considérés comme indigènes, du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles. Néanmoins, certaines objections ont souvent été invoquées à l'encontre de cet élément qui, s'il est retenu comme fondamental dans la définition, risque d'écarter de nombreux groupes autochtones, notamment d'Asie ou d'Afrique, pour lesquels les processus de conquête ou de colonisation et leurs conséquences sont plus complexes qu'en Amérique ou en Océanie. De plus, faut-il se référer uniquement aux extensions territoriales des puissances européennes ou bien à d'autres formes de colonisation plus anciennes pour définir qui est autochtone sur un territoire ? La plupart des États africains contemporains rejettent les revendications légitimes des peuples autochtones, en affirmant que l'ensemble de leur population est bien indigène. Par ailleurs, cet élément est parfois difficile à mettre en œuvre car beaucoup de groupes ont été chassés de leur territoire et vivent désormais dans des villes ou dans des réserves. La preuve de la continuité avec les premiers occupants du territoire risque d'être difficile à apporter. Martinez-Cobo a précisé que cette idée de continuité historique peut se traduire par plusieurs éléments et n'impose pas une occupation continue d'un territoire donné. Cette continuité historique peut consister dans le maintien, pendant une longue période jusqu'ici ininterrompue, de l'un des facteurs suivants ou de plusieurs: l'occupation des terres ancestrales ou au moins d'une partie de ces terres, l'ascendance commune avec les premiers occupants de ces terres, la culture en général ou sous certaines de ses manifestations, telles que la religion, la vie en système tribal, l'appartenance à une communauté autochtone, les moyens d'existence, le mode de vie, etc. La langue, qu'elle soit utilisée comme langue unique, comme langue maternelle, comme moyen habituel de communication au foyer ou dans la famille, ou comme langue principale, préférée, habituelle, générale ou normale, l'implantation dans certaines parties du pays ou dans certaines régions du monde, d'autres facteurs pertinents. La spécificité culturelle constitue le troisième critère principal. Les peuples autochtones possèdent des caractéristiques culturelles distinctes de celles de la société dominante dans laquelle ils vivent. La Convention 169 évoque leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
Le projet de déclaration des Nations Unies se réfère aux caractéristiques culturelles à plusieurs reprises. L'art. 12 fait figurer parmi les manifestations de la culture autochtone les sites archéologiques et historiques, l'artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels, les arts du spectacle et de la littérature, les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels, l'art. 14 se réfère à la langue, l'histoire, les traditions orales, la philosophie, l'art. 21 mentionne les activités économiques, l'art. 25 stipule que les autochtones ont le droit de conserver les liens particuliers, spirituels et matériels qui les unissent à leur terre, leur territoire. De même, la directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale évoque le fort attachement aux territoires ancestraux et à leurs ressources naturelles, l'existence de langues autochtones, d'institutions politiques et sociales coutumières. L'une des principales caractéristiques culturelles identifiant les peuples autochtones est le fort attachement à un territoire et la relation particulière qu'ils entretiennent avec la terre-mère. Ils n'ont pas une vision patrimoniale de la terre telle qu'on la conçoit dans la société dominante. De plus, elle n'est généralement pas susceptible d'appropriation privée. C'est la terre qui définit le groupe, clan, tribu, peuple, sa culture, sa destinée, ses caractéristiques culturelles et religieuses, ses diverses relations aussi bien à l'intérieur du groupe qu'avec d'autres groupes. Les institutions sociales, culturelles et politiques sont en lien avec le territoire et l'environnement. La terre définit l'identité du groupe et en ce sens possède une valeur sociale. Les structures politiques, fondées sur le consensus, et sociales sont différentes du modèle européen établi sur la logique individualiste et sur un appareil d'État centralisé. Cette particularité constitue le critère de différenciation avec les autres groupes sociaux, et semble constituer un élément déterminant dans la définition des peuples autochtones. Mais là encore, il convient d'être prudent et de ne pas associer les peuples autochtones à un mode de vie particulier et basculer dans le piège de l'immobilisme culturel et de la muséification. Le dernier critère est la situation non dominante et la marginalisation de la plupart voire la totalité des peuples autochtones. L'étude de la discrimination à l'encontre des populations autochtones précise que les autochtones sont des éléments non dominants de la société. La directive 4.20 de la Banque mondiale reconnaît qu'ils font partie des couches les plus pauvres de la société. Les rapports annuels du groupe de travail sur les populations autochtones confirment cette situation. Les représentants autochtones ainsi que les organisations non gouvernementales insistent sur le fait que les communautés possèdent un niveau de vie inférieur au reste de la population. Revenus inférieurs, risque de chômage plus élevé, accès à l'éducation plus restreint, conditions de santé plus mauvaises. Effectivement, les peuples autochtones sont bien souvent privés de leurs propres ressources naturelles, minorisés politiquement, économiquement et culturellement. L'autochtonie, dans son sens analytique moderne, se caractérise donc par plusieurs éléments plus ou moins déterminants qui furent dégagés dans l'étude d'Erika Irene Adaes. Selon l'expert, il existe 4 principaux facteurs considérés comme pertinents par les organisations internationales, les peuples autochtones et les experts pour appréhender le concept d'autochtone. L'occupation et l'utilisation d'un territoire spécifique, la perpétuation volontaire de caractéristiques culturelles, qui pourrait comprendre les aspects touchant à la langue, à l'organisation sociale, aux valeurs religieuses et spirituelles, aux modes de production, ainsi qu'aux lois et institutions, auto-identification et la reconnaissance par les autres groupes en tant que collectivités distinctes, une expérience d'exclusion ou de discrimination, d'assujettissement, de marginalisation ou d'expropriation. Pour illustrer ce qui précède, ces facteurs constituent 4 cordelettes d'un diamètre plus ou moins large selon les régions et les contextes nationaux et locaux. Si dans les Amériques et dans le Pacifique, le caractère originel, c'est-à-dire l'antériorité d'occupation sur un territoire avant l'arrivée des colons et la continuité historique avec ses premiers habitants, se révèle être un critère fondamental, le mode de vie particulier et original de certains groupes entraînant leur marginalisation semble être un élément plus pertinent en Afrique et en Asie. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a récemment adopté le premier rapport du groupe de travail sur les peuples et communautés indigènes, dans lequel figurent plusieurs critères d'identification. Selon ce document, les peuples autochtones d'Afrique peuvent se définir selon les critères suivants.
l'autodéfinition en tant qu'indigène distinct des autres groupes à l'intérieur d'un État, sur l'attachement spécial et l'utilisation de leur patrimoine traditionnel par lesquels leurs terres et territoires ancestraux ont une importance capitale pour leur survie physique et culturelle en tant que peuple, sur une expérience d'assujettissement, de marginalisation, d'expropriation, d'exclusion ou de discrimination parce que ces peuples ont des cultures, des modes de vie, ou modes de production différents du modèle hégémonique et dominant de la majorité nationale. Ces caractéristiques rencontrent difficilement l'approbation de tous les États, qui est surtout conditionnée par la qualification des communautés autochtones en tant que peuple ou minorité. 4. Les autochtones, peuples, population ou minorité ? Les instruments s'intéressant à la question autochtone emploient tantôt l'expression populations autochtones, peuples autochtones ou encore minorités autochtones. Cela traduit un certain malaise s'expliquant par le fait que, selon la terminologie employée, les conséquences sur le plan juridique et politique sont complètement différentes. L'exemple des définitions de loi est très explicite. Alors que la Convention 107 se référait aux populations aborigènes et tribales, la Convention 169 définit dans son article 1er les peuples indigènes et tribaux. Ce nouveau vocabulaire est immédiatement restreint à l'alinéa 3 de ce même article qui stipule que l'emploi du terme peuple ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en droit international. Cette précision s'explique par le fait que, en droit international, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et sont donc titulaires du droit à l'autodétermination. Les peuples peuvent gérer leurs propres affaires selon leur organisation sociale et politique et disposer librement de leurs ressources naturelles. Adopter la terminologie peuple autochtone reviendrait à leur garantir une gamme étendue de droits collectifs risquant de remettre en cause les principes bien ancrés de l'État-nation. Au contraire, le terme population est beaucoup plus neutre puisqu'il ne désigne qu'une association ou un regroupement d'individus sans considération des liens unissant ces personnes. Selon le lexique des sciences sociales, le terme population définit l'ensemble des habitants d'un territoire déterminé ou une fraction, c'est-à-dire un agrégat d'individus sans lien particulier. Or, la principale revendication des autochtones est d'être reconnus en tant que peuple et non comme des populations susceptibles d'être assimilées aux minorités. En effet, le droit des minorités est beaucoup plus restreint et ne met en œuvre que des droits individuels. Les enjeux politiques des États dépassent ainsi le débat terminologique et juridique. Dès lors, les autochtones sont-ils des minorités ou des peuples ? Une analyse comparée de ces concepts est nécessaire même si, en droit international, aucun consensus n'est atteint lorsqu'il s'agit de définir de telles notions, pourtant employées dans de nombreux instruments. Concernant les minorités, le lexique des sciences sociales donne la définition suivante. Une minorité désigne un groupe en position d'infériorité numérique, ethnique, économique, culturelle ou linguistique par rapport au groupe dominant qui, plus ou moins volontairement, les exclut de la participation entière à la vie sociale. Bien que le droit international ne fournisse pas de définition généralement acceptée, on peut se référer au rapport de Francesco Capotorti sur les droits des personnes appartenant à des minorités. Une minorité désigne un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un État, en position non dominante, dont les membres ressortissants de L'. L'État possède du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, à l'effet de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue. Selon ces définitions, plusieurs points communs existent avec les peuples autochtones. Les deux groupes sont en position non dominante au sein de la société. Encore faut-il s'entendre sur l'idée de non-domination qui peut revêtir de nombreuses formes. D'une part, elle peut être politique, économique, culturelle. D'autre part, un groupe détenant le pouvoir politique peut être subordonné à un autre détenant le pouvoir économique ou militaire. Cette idée de non-domination se retrouve dans la définition de la Banque mondiale et dans l'étude de Martinez-Coho. Elle est cependant absente des conventions de loi. L'autre point commun est celui de la différence culturelle, qu'elle soit linguistique, religieuse ou ethnique par rapport à la majorité de la société dominante et la volonté de conserver et de transmettre cette culture.
Ces éléments concourent à la confusion car la plupart des groupes autochtones satisfont à ces caractéristiques. Cependant, il existe au moins 3 éléments les distinguant. Les peuples autochtones ne sont pas toujours numériquement inférieurs alors que cela semble être un élément déterminant dans la définition des minorités. Par exemple, dans quelques pays d'Amérique latine, ils sont majoritaires ou représentent au moins la moitié de la population nationale. Le second point de distinction est l'élément historique, l'ascendance avec les premiers habitants d'un territoire. Cet élément est absent dans la définition des minorités, mais il ne permet pas de différencier les minorités des peuples tribaux, selon la terminologie employée par loi, et son application sur les continents africains et asiatiques est problématique. Le troisième élément de différence est le mode de vie particulier des peuples autochtones, leur vision du monde opposée au modèle étatico-mercantiliste, leur fort attachement à un territoire. Cet élément constitue un particularisme culturel qui pourrait permettre de les associer aux minorités, qui revendiquent également le maintien de leurs différences culturelles. Toutefois, il existe une distinction car si les minorités souhaitent conserver leur particularisme culturel, elles veulent bien souvent être intégrées au sein des structures étatiques existantes. Au contraire, les peuples autochtones revendiquent une place à l'extérieur de ce système afin de conserver leur identité et leur organisation politique et sociale fondée sur un rapport à la terre spécifique et de développer leur propre modèle de développement. Compte tenu de ces éléments, on peut considérer que les groupes autochtones ne satisfont pas exactement aux éléments de définition des minorités. De plus, l'existence au sein de la sous-commission des droits de l'homme de 2 groupes de travail distincts confirme bien la double approche au sein des Nations Unies en ce qui concerne l'établissement de normes applicables aux autochtones et aux minorités. Dès lors, les autochtones peuvent-ils être considérés comme des peuples ? Cette délicate question est encore à l'ordre du jour, comme en témoignent les derniers rapports du groupe de travail sur le projet de déclaration des droits des peuples autochtones. À l'instar du terme minorité, il n'existe pas de définition universellement acceptée du terme peuple, malgré un débat doctrinal très riche. Par exemple, le second rapporteur de l'ONU sur le droit à l'autodétermination avait dégagé 3 critères. Le terme peuple désigne une entité sociale possédant une véritable identité et ayant des caractéristiques propres. Il implique une relation avec un territoire, même si le peuple en a été injustement expulsé et artificiellement remplacé par une autre population. Enfin, le peuple ne se confond pas avec les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques dont l'existence et les droits sont reconnus à L'. Article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De même, l'UNESCO a dégagé lors d'une réunion d'experts en 1989 les caractéristiques suivantes. Un peuple est un groupe d'êtres humains qui ont en commun plusieurs ou la totalité des caractéristiques suivantes. Une tradition historique commune, une identité raciale ou ethnique, une homogénéité culturelle, une unité linguistique, des affinités religieuses ou idéologiques, des liens territoriaux, une vie économique commune. Le groupe, sans être considérable, par exemple la population des micro-États, doit être plus qu'une simple association d'individus au sein d'un État. Le groupe en tant que tel doit désirer être identifié comme un peuple ou avoir conscience d'être un peuple, étant entendu que des groupes ou des membres de ces groupes, tout en partageant les caractéristiques susmentionnées, peuvent ne pas avoir cette volonté ou cette conscience. Et éventuellement, le groupe doit avoir des institutions ou d'autres moyens exprimer ses caractéristiques communes et son désir d'identité. Ces définitions mêlent à la fois des critères objectifs, traits culturels particuliers, attachement à un territoire, et subjectifs, sentiment d'appartenance, lien de solidarité unissant les membres du groupe. Ces éléments se retrouvent également dans la définition de Rodolfo Stavenhagen, qui précise qu'un peuple est un groupe ethnique ou une ethnie qui ne s'est pas réalisée ou exprimée en tant que conscience nationale, mais qui néanmoins possède une homogénéité à travers des liens ethniques, linguistiques, culturels ou nationaux qui le distinguent d'autres groupes, et à travers lequel ses membres sont conscients de partager une identité commune. Cette dernière définition, retenue par Bénédicte Cortez, permet de différencier le peuple de l'État et s'applique parfaitement aux communautés autochtones. En effet, ces groupes possèdent leur propre système politique, économique et culturel qu'ils ont conservé après avoir souffert pendant plusieurs siècles de politiques assimilationnistes.
Il existe un fort sentiment de solidarité et une identité commune les distinguant des autres secteurs de la communauté. De plus, leur fort attachement de nature collective à leur territoire renforce l'idée qu'ils constituent des peuples. Ces observations nous conduisent à considérer que les communautés autochtones sont des peuples à part entière, et non des minorités. Pour citer Erika Irene Adaes, la seule différence entre les notions de peuple autochtone et peuple réside dans le fait que les groupes généralement appelés autochtones n'ont pu exercer leur droit à l'autodétermination en participant à la reconstruction de l'État-nation contemporain. La réticence des États à ne pas reconnaître la qualité de peuple aux autochtones ne se justifie pas sur des bases juridiques ou sociologiques mais sur des considérations politiques liées à la conception dominante de l'État-nation mêlant trois notions voisines: l'État, la nation, le peuple. Or, un État peut être composé de plusieurs peuples sans pour autant que sa stabilité ne soit remise en cause. Au contraire, la non-reconnaissance de l'identité de certains peuples conduit bien souvent à l'émergence de conflits. Néanmoins, une évolution se dessine progressivement puisque plusieurs instruments internationaux et un nombre croissant d'États emploient désormais l'expression « peuple autochtone ». Il convient de noter que cette expression est employée au pluriel, afin de refléter la diversité des peuples autochtones dans le monde. La question de la définition de l'expression moderne, peuple autochtone, soulève de nombreuses interrogations. Ainsi, une définition universelle est-elle souhaitable et quelle doit en être la forme? Les avis sont très divergents sur ce problème. De nombreux peuples autochtones craignent qu'une définition trop stricte n'empêche beaucoup de groupes de jouir des droits reconnus. Inversement, l'absence de définition permet à certains États de faire valoir qu'il n'existe pas d'autochtones sur leur territoire. Par ailleurs, des États ont élaboré unilatéralement une définition, mais elle est tellement stricte qu'elle exclut beaucoup plus de groupes qu'elle n'en protège. Enfin, des organismes tels que la Banque mondiale sollicitent une définition afin d'identifier les bénéficiaires de programmes ou projets spéciaux. Une définition semble nécessaire, mais doit-elle être universelle compte tenu de la diversité des peuples autochtones? Il est préférable de ne pas remettre en cause le rôle des définitions nationales et régionales, mieux à même de refléter les caractéristiques particulières des peuples autochtones lorsqu'elles sont élaborées en étroite collaboration avec ces derniers. Il est donc préférable d'écarter une définition universelle trop stricte susceptible d'évincer de nombreux groupes. L'option consistant à identifier plusieurs critères, plus ou moins présents selon les contextes locaux, semble être plus pertinente. Enfin, il n'existe aucune définition précise et universelle des termes peuple et minorité, ce qui n'a pas empêché l'élaboration d'un système normatif international de protection des droits des peuples et des droits des minorités. L'émergence du mouvement international des peuples autochtones. Frédéric Doroche. L'année 2004 a constitué une étape importante pour le mouvement international des peuples autochtones. En effet, elle a marqué la fin de la décennie internationale des populations autochtones proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. L'heure des premiers bilans est arrivée pour ce mouvement mondial. Évoquer l'idée d'un mouvement social des peuples autochtones peut sembler étrange voire inadapté compte tenu de leur diversité culturelle. Ils représentent plus de groupes que les États-nations et la différence entre chaque groupe dépasse largement celle existant entre les différents États. Pourtant, on observe une similitude frappante entre leur situation par rapport à la société dominante et leurs revendications auprès des instances nationales et internationales. Les peuples autochtones parlent en effet d'une seule voix au sein des organes onusiens, lorsqu'ils sont confrontés à l'immobilisme des États, ce qui dès le départ a constitué leur principale force face au pouvoir des États. En ce sens, on peut bel et bien parler d'un mouvement social autochtone. Si la présence des peuples autochtones sur la scène internationale ne constitue pas un phénomène récent, elle a pris une nouvelle dimension au cours des dernières années. Ce mouvement, apparu au début du siècle dernier, a connu une longue période d'incertitude au cours de laquelle la question des peuples autochtones était pratiquement inexistante des affaires internationales. Puis, à partir du début des années 80, et notamment depuis la création du groupe de travail sur les populations autochtones au sein de la sous-commission des droits de l'homme des Nations unies, les peuples autochtones ont réussi à émerger sur la scène internationale, à intégrer les principales structures et à devenir une réelle force de contestation. 1.
L'évolution du mouvement revendicatif des peuples autochtones. Le combat des peuples autochtones pour la reconnaissance de leurs droits sur la scène internationale a dans un premier temps pris la forme de pétitions devant les autorités des empires coloniaux. Ces divers recours sont malheureusement restés sans succès. La création de la Société des Nations a alors redonné un nouvel espoir de reconnaissance aux nations indiennes. Ainsi, dans les années 20, un représentant de la Réserve des 6 Nations au Canada s'est rendu devant la Société des Nations afin de faire reconnaître la souveraineté de sa nation par les autres États. Malgré un combat diplomatique acharné et l'appui de certains États, cette action est restée lettre morte. En 1945, une nouvelle organisation internationale est créée, l'Organisation des Nations Unies, et elle est porteuse de nouvelles valeurs, notamment l'égalité de toutes les nations, petites ou grandes. Les peuples autochtones ont fondé de grandes espérances dans cette nouvelle institution, mais la porte des Nations Unies leur est restée fermée jusque dans les années 80, malgré toute une série de tentatives pour faire valoir leur droit à l'autodétermination. Le droit à la décolonisation leur a été refusé. La principale raison de cet échec est que le courant de pensée dominant jusqu'aux années 70 a été celui du modèle assimilateur-intégrateur destiné à renforcer l'État-nation. Cette tendance se reflète particulièrement dans la Convention 107 de l'Organisation internationale du travail adoptée en 1957, seule norme internationale contraignante applicable jusqu'en 1989, qui prône l'intégration et l'assimilation des populations autochtones à l'intérieur des États. Un regain d'intérêt pour les peuples autochtones s'est manifesté aux Nations Unies au début des années 70. 2 événements majeurs en sont à l'origine. L'élaboration de l'étude de la discrimination à l'encontre des populations autochtones et le rôle actif de plusieurs organisations non gouvernementales autochtones. Préoccupées par la discrimination raciale, les Nations Unies ont recommandé la réalisation d'une étude portant sur la discrimination dans les domaines politiques, économiques, social et culturels qui fut confiée à Hernán Santa Cruz. Cette étude, rendue publique en 1971, s'intéressa notamment à la question de la discrimination des populations autochtones et recommanda qu'une étude complète soit élaborée. En 1971, la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, organe subsidiaire de la Commission des droits de l'homme, nomma José Martínez-Cobo comme rapporteur spécial chargé d'établir une étude exhaustive sur le problème de la discrimination à l'encontre des populations autochtones. Cette étude, rendue publique au début des années 80 après 10 ans de travail, se démarque des conceptions précédentes. Elle reconnaît et valorise la place des populations autochtones au sein des États et toute idée d'assimilation disparaît. Dans ses différents rapports, Martínez-Cobo a étudié de nombreux problèmes touchant les droits de l'homme des peuples autochtones. Définition, rôle des organisations intergouvernementales, élimination de la discrimination, problèmes relatifs à la santé, au logement, à l'enseignement, à la langue, à la culture, à la terre, aux droits politiques, à l'administration de la justice, etc. Parallèlement à ce travail, plusieurs organisations autochtones sont apparues et certaines ont obtenu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social. Le rôle de telles organisations non gouvernementales, ONG, est important car elles constituent un contrepoids à un système dominé par les États. Le mouvement est né en Amérique du Nord, notamment au Canada avec la création de la Fraternité nationale des Indiens du Canada en 1969, regroupant plusieurs organisations autochtones. Elle obtient un statut consultatif à l'ONU en 1975. La même année, une conférence regroupant des représentants autochtones de 19 pays a donné naissance au Conseil mondial des peuples indigènes, qui a obtenu son accréditation en 1981. Aux États-Unis, on assiste à la même époque à la création de l'American Indian Movement et de sa branche internationale, l'International Indian Treaty Council qui acquit le statut consultatif en 1977. Ces diverses organisations ont joué un rôle considérable dans la dénonciation des violations des droits de l'homme perpétrées à l'encontre des communautés autochtones, violations qui se sont multipliées à cette période, en raison notamment des spoliations foncières des communautés. En 1977,
une soixantaine d'organisations autochtones se sont rencontrées à Genève pour la première conférence internationale des organisations non gouvernementales des Nations Unies portant sur la discrimination à l'égard des populations autochtones des Amériques. Une déclaration générale fut adoptée et résume l'ensemble des revendications des peuples autochtones, en s'inspirant des normes en matière de droits de l'homme et droits des peuples. Ce document aura une influence déterminante pour la suite. En 1981, une nouvelle conférence internationale des ONG sur les populations autochtones et la question foncière est organisée. Ces conférences ainsi que le rôle actif des ONG autochtones et les travaux de Martínez Cobo ont contribué à l'entrée des peuples autochtones aux Nations Unies par la création en 1982 du groupe de travail sur les populations autochtones. 2. L'entrée dans le système institutionnel international, la participation aux travaux des Nations Unies. La création de ce groupe de travail représente un événement majeur pour la lutte des peuples autochtones car ils possèdent désormais une instance internationale où ils peuvent faire valoir leurs droits. Il symbolise l'ouverture des Nations Unies à la cause autochtone. Le groupe de travail, organe subsidiaire de la sous-commission des droits de l'homme, est composé de 5 experts indépendants choisis parmi les membres de la sous-commission représentant chaque région géographique du monde, Afrique, Amérique latine, Asie, Europe orientale, Europe occidentale. Cet organe est ouvert à tous les représentants des peuples autochtones et à leurs communautés et organisations, au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et aux universitaires, tous ces participants possédant le statut d'observateur. Depuis le départ, un dialogue et une participation démocratique furent instaurés et en 2 décennies, le groupe de travail est devenu l'instance internationale de référence en matière de réflexion sur les droits des peuples autochtones. Lors de chaque session, les représentants autochtones et les autres participants peuvent se rencontrer et établir des projets et partenariats concrets. Cet organe a également contribué à établir un dialogue constructif entre les États et les peuples autochtones sur la base d'un plus grand respect mutuel et d'une meilleure compréhension et a permis d'ouvrir la voie à la résolution de certains conflits. Le groupe de travail est chargé officiellement de 2 tâches. L'examen des faits nouveaux au niveau national concernant la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, et l'élaboration de normes internationales concernant leurs droits en tenant compte des similitudes et des différences existant entre eux. Cette dernière partie du mandat a fait l'objet d'une attention particulière de la part du groupe de travail, et a notamment abouti à l'élaboration du projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. Depuis 1985, les experts ont en effet entrepris, en collaboration avec les ONG autochtones et les gouvernements, de rédiger un projet de déclaration, notamment en raison de l'absence de normes universelles s'appliquant aux peuples autochtones. Malgré tout, depuis 1989, la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux a été adoptée par l'Organisation internationale du travail. Ce texte révise la précédente convention jugée inacceptable par les peuples autochtones en raison de son caractère paternaliste et assimilationniste. La Convention 169 est désormais le seul texte de portée internationale ouvert à ratification, même si la Convention 107 est toujours en vigueur dans plusieurs pays. Ce nouvel instrument, composé d'un dispositif de 44 articles regroupés sous 9 sections, traite de plusieurs problèmes fondamentaux pour les peuples autochtones. Terre, recrutement et conditions d'emploi, formation professionnelle, artisanat et industrie rurale, sécurité sociale et santé, éducation et moyens de communication, contact et coopération à travers les frontières, administration. Contrairement à la précédente Convention 107, la Convention 169 adopte une attitude respectueuse de la culture et des aspirations des peuples autochtones. 1992 marque une nouvelle étape, lorsque les peuples autochtones réagissent à la célébration des 500 ans de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Un vaste mouvement d'opposition s'organise contre cet anniversaire de la colonisation européenne. Par la suite, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio permet aux peuples autochtones de prendre part pour la première fois au débat en séance plénière. Le droit à la parole en tant que peuple autochtone leur est accordé. Elle reconnaît leur rôle essentiel dans la gestion de l'environnement et du développement, en raison de leur savoir et de leurs pratiques traditionnelles.
On assiste alors à une accélération du mouvement au niveau international. 1993 est reconnue Année internationale des peuples autochtones, l'objectif de cette année étant de renforcer la coopération internationale aux fins de résoudre les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans des domaines tels que les droits de l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. Cet événement a contribué à ce que la situation des autochtones soit mieux connue du monde entier. Cette évolution est confirmée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne en 1993. Le rôle essentiel des peuples autochtones est reconnu. La conférence a, entre autres, recommandé la création d'un espace permanent pour les questions autochtones au sein des Nations Unies et la mise en place d'une décennie internationale, 1995 à 2004, des peuples autochtones. Celle-ci fut proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1993, le but étant de renforcer la coopération internationale aux fins de résoudre les problèmes qui se posent aux communautés autochtones dans des domaines tels que les droits de l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. Un des principaux objectifs de cette décennie, dont le thème est « Les populations autochtones, un nouveau partenariat », est l'adoption du projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. Ce texte, dont la version finale fut adoptée par le groupe de travail en 1993, a été présenté à la sous-commission qui l'a transmis à son tour à la Commission des droits de l'homme pour examen. Ce projet représente une innovation majeure dans le cadre de la protection des droits des peuples autochtones et des droits de l'homme en général. Le préambule lui-même est une véritable déclaration de droits. Les 18 paragraphes le composant annoncent les principes généraux que l'on retrouve tout au long du texte. Le droit à l'égalité de tous les peuples et à l'interdiction de la discrimination est le premier thème fondamental abordé. Le second thème insiste sur le respect de la spécificité des peuples autochtones et sur leur droit à être différents. Le troisième thème insiste sur le fait que les peuples autochtones ont été privés de leurs droits, du fait de la colonisation et de la dépossession de leurs terres. Le droit des peuples autochtones à s'autodéterminer est également affirmé dès le préambule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.